Esker vous présente Inside Esker. Meet the experience in your next employer. Et bienvenue dans Inside Esker, le podcast qui vous ouvre les portes de la plateforme cloud mondiale d'automatisation des cycles de gestion, un podcast disponible sur jobradio.fr. Vous pouvez également vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Alors si vous écoutez ce programme, vous savez déjà qu'Esker compte actuellement plus de 850 collaborateurs, mais peut-être moins qu'un cinquième de l'effectif fait partie des équipes R&D. Plus de 150 personnes réparties dans différentes équipes fonctionnelles, Common Services, Infra et Exploitation, toutes viennent enrichir les solutions Esker. Dans cet épisode, nous allons faire un focus sur les métiers Dev et DevOps qui travaillent au sein de ces différentes équipes. Et pour m'accompagner, 3 nouveaux collaborateurs. Ils vont se présenter l'un après l'autre et nous dire quel poste ils occupent actuellement. Et on débute avec Naïma. Bonjour, alors je suis Naïma. J'occupe depuis quelques mois le poste d'ingénieur DevOps à Esker, après avoir passé 3 années dans une équipe fonctionnelle. Et j'ai rejoint Esker en 2018, en sortie d'école. On enchaîne avec Edern. Bonjour, donc moi c'est Edern, je suis développeur R&D, plutôt côté back-end, donc les équipes qu'on appelle Common Services. Je suis à Esker depuis à peu près 2 ans et demi. Et puis on a Guillaume. Eh bien bonjour, moi je suis là depuis presque 10 ans, je suis Scrum Master chez Esker. Après un début en tant que développeur fonctionnel, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer sur différents postes. Alors sur l'ensemble des épisodes que constitue ce podcast, on s'intéresse au parcours des collaborateurs en poste. Guillaume, après un doctorat en informatique et en analyse d'images, tu es sorti diplômé ingénieur de recherche à l'INSA Lyon, l'Institut national des sciences appliquées. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour toi ? Après un peu de recherche dans le public, j'ai pu goûter au monde du privé via une ESN lyonnaise et j'ai été contacté par Esker, du coup je les ai rejoints et aujourd'hui j'en suis plus qu'heureux. Edern et Naïma, vous êtes sortis diplômés tous les deux en 2018, la même promo de l'INSA Lyon. Vous vous connaissiez déjà avant Esker du coup ? Alors oui, on a fait partie de la même promo, donc on n'a pas eu l'occasion de travailler ensemble quand on était à l'INSA, mais du coup je suis contente qu'on soit dans la même entreprise. Une fois sortis de l'école, quelles ont été vos différentes expériences ? Tu avais le micro, Naïma, continue. Esker est ma première boîte, donc mon expérience professionnelle va rester sur mes stages que j'ai fait. J'ai fait pas mal de stages assez variés. Le but était de savoir ce que je voulais faire à la fin. J'ai fait du développement web, du développement mobile et j'ai fait de la recherche appliquée aussi autour de blockchain. Donc rien à voir du tout. Et à l'INSA, j'avais aussi fait du machine learning. Donc j'essaie un peu de toucher à tout pour savoir à peu près ce que je vais faire à la fin. Ok, et toi Edern, donc 2018 on disait, sorti également de l'INSA, une fois sorti de l'école, quelles ont été tes différentes expériences ? Alors moi Esker c'est pas mon premier employeur, j'ai été dans une autre entreprise lyonnaise avant qui faisait des logiciels 3D et donc au bout d'1 an j'ai rejoint Esker aussi, directement dans l'équipe CS1 moi. Alors, je le disais tout à l'heure, les effectifs de la R&D sont répartis au sein de différentes équipes. Est-ce que l'on peut les présenter et expliquer rapidement comment elles sont organisées, Guillaume ? Oui, avec plaisir. Alors on est nombreux, donc je vais essayer de faire vite, mais on a environ une dizaine d'équipes qu'on répartit suivant 2 grands pôles, on va dire. Les équipes donc fonctionnelles et les équipes Common Services Infra. Dans la partie Common Services et Infra, donc on trouve les équipes CS1, CS2, CSA et OD. Donc ces équipes sont focalisées sur la sécurité, la performance, la scalabilité de notre plateforme. Et puis on a les équipes fonctionnelles qui elles vont être découpées en 2 grands cycles. Le cycle fournisseur ou procure to pay qui va viser à faciliter la gestion des achats, des commandes et des paiements associés. Et puis le cycle client avec donc un focus sur ce qu'on appelle le cycle order to cash avec une amélioration de l'expérience client en partant de la commande jusqu'au paiement également des factures associées. Tous les 3, justement, alors vous êtes dans quelles équipes, Naïma ? T'es où toi ? Je suis dans une équipe qui s'appelle CSA, Common Services Azure, qui s'occupe de créer nos infrastructures. Donc les infrastructures qui vont accueillir notre produit sur Azure, plateforme de cloud. Edern ? C'est une équipe assez proche, même voisine, qui s'appelle CS1. Donc on est vraiment, on va dire au niveau du logiciel, l'équipe la plus bas niveau, c'est-à-dire
dire, le plus au cœur du logiciel. Et on s'occupe des problématiques de performance, de sécurité et de scalabilité, c'est-à-dire de monter en charge avec la croissance de l'entreprise. Et du coup, Guillaume, quelles sont finalement les missions de ton équipe ? Comme toutes les autres équipes fonctionnelles, leur objectif c'est d'utiliser le framework qui est existant aujourd'hui pour ajouter des fonctionnalités qui répondent aux besoins de nos clients, en particulier dans mon cas la gestion des factures et de leur envoi. Et donc c'est des fonctionnalités qu'on rajoute en JavaScript ou en TypeScript en fonction des endroits où on fait ces modifications. Alors on va repasser le micro à Naïma. Au croisement des équipes fonctionnelles dev qui développent de nouvelles fonctionnalités et exploitation, les ops, qui gèrent donc les DevOps, qui gèrent l'administration des infrastructures. Il y a donc effectivement le métier de DevOps, Naïma. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton job au quotidien, toi ? Le but de mon équipe est de mettre en œuvre un des principes du DevOps, qui est l'infrastructure as code, qui consiste à coder la création de l'infrastructure, de notre infrastructure, et à configurer derrière les machines et les services qu'on va créer. Et tout ça pour accueillir le produit Esker. Donc le but étant aussi d'automatiser la création pour aller plus vite, pour avoir une certaine homogénéité. Est-ce que tu peux donner du coup des exemples de ce que tu fais qui soient vraiment parlants aux personnes, aux futurs talents qui pourraient venir rejoindre ton équipe par exemple aussi ? Par exemple, au lieu d'aller sur Azure, créer une machine virtuelle, on va plutôt coder la création de cette machine et sa configuration pour qu'elle serve, par exemple, de serveur web. Et dans le cadre de tes missions, de cet exemple que tu nous as donné, toi, qui sont tes interlocuteurs, que ce soit à côté de toi, en direct, en interne ou en externe aussi ? J'ai pas de contact direct avec nos clients, donc mes interlocuteurs vont être plutôt donc, à l'intérieur d'Esker, donc principalement toutes les équipes de la R&D et donc, l'équipe support et aussi l'équipe des consultants d'intégration qu'on appelle chez nous du coup PS. Et Dern, même question, en quoi consiste maintenant ton rôle de développeur back-end au sein d'Esker ? Il y a plusieurs rôles. Déjà, en tant que membre des équipes Common Services, on doit apporter une plateforme stable qui permette aux équipes fonctionnelles de développer des nouvelles fonctionnalités. Et ensuite, on a une responsabilité en ce qui concerne la sécurité, la performance. On peut avoir donc des clients qui indirectement vont arriver à nous pour des problèmes de performance, de scalabilité, tout simplement de problèmes à résoudre au niveau plateforme. Histoire de se projeter aussi davantage, est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi ressemblent tes journées, les différentes missions ? Est-ce que tu peux nous dire par exemple sur quoi tu bosses en ce moment ? Ouais, alors au jour le jour, donc on est dans une entreprise qui met l'agilité au premier plan, donc on a tous les rituels agiles, que ce soit les stand-up meetings qui sont là pour faire un point de synchronisation dans notre équipe en interne. On a les rituels tels que les plannings, les rétrospectives qui sont des choses intégrées au ce qu'on appelle le Scrum, qui est une méthodologie agile. Et ensuite, pendant un sprint, donc, c'est-à-dire une période de 2 semaines, on va apporter des développements qui seront livrés à la fin de la période. Et donc je travaille la journée sur ces développements. Et qui sont tes interlocuteurs finalement ? Donc on a indirectement les clients sur les soucis rencontrés sur la plateforme et on a aussi les autres équipes, que ce soit les équipes fonctionnelles qui ont besoin de nouvelles features ou l'équipe CSA dont fait partie Naïma et l'équipe EOD qui est une équipe qui est en charge de la plateforme elle-même, de son bon fonctionnement. Alors toi Guillaume, un peu particulier, parce que d'abord développeur dans une équipe fonctionnelle, tu es devenu Scrum Master. Déjà, première question, qu'est-ce qui explique cette évolution ? Une personnalité peut-être atypique. J'ai 2 grands besoins qui sont les challenges et le besoin de contact avec du monde le plus souvent possible. Alors, en tant que développeur, j'avais plein de challenges à relever, mais Scrum Master en était un beaucoup plus attrayant pour moi. Alors, en tant que Scrum Master, justement, tu as gardé ta casquette de développeur et tu continues à développer des fonctionnalités en parallèle. En quoi consiste cette partie de ton job qui correspond aussi aux missions de ton équipe ? As-tu aussi, là aussi, quelques exemples de challenges que vous avez dû à relever et que tu peux nous présenter ? Oui, alors pour mon équipe en particulier, durant la période de confinement, il nous manquait un outil de dématérialisation de notre Scrum Board, qui est notre outil de suivi de nos tâches au quotidien. Du coup, j'ai pris plaisir à développer ça et aujourd'hui, il est utilisé par une bonne partie de la R&D, donc je suis plutôt satisfait de cet aspect. Et puis plus largement, en interne, nous développons aussi des applications custom pour l'usage interne d'Esker, qui ne sont pas vendues, mais qui nous facilitent le travail au quotidien. Et à titre personnel, j'ai pu travailler sur une solution de gestion des candidatures pour Esker qui nous permet de les suivre au quotidien et de les faire avancer au mieux. Au sein de vos équipes, tous les trois,
Quelles sont les différentes technologies que vous utilisez? Sur quels outils finalement vous travaillez? Guillaume, tu avais la main. Dans les équipes fonctionnelles, on travaille essentiellement sur du JavaScript, TypeScript, avec un petit peu de C# à l'occasion et encore plus rarement du C++, mais on a un gros focus sur le JavaScript, on va dire. Edern, tu souhaitais ajouter quelque chose? Donc au niveau back-end, il y a beaucoup de technologies parce qu'on est sur un produit qui est très gros et une R&D qui lentement mais sûrement arrive peut-être vers les 200 personnes. Donc on va dire au cœur de l'application, il y a du C++, du C#. Et après, sur des problématiques spécifiques, on va trouver des technologies qu'on ne va pas forcément retrouver ailleurs. Par exemple, sur la thématique du disaster recovery, je vais expliquer, on travaille avec du Kafka. Donc disaster recovery, c'est une grosse problématique d'actualité, on va dire. Vous avez dû entendre parler récemment des ransomware, ou même, je crois c'était il y a un an, il y a eu un incendie à OVH. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on perd tout un serveur, tout un data center? Comment on fait pour repartir de l'avant le plus vite possible pour les clients? Donc c'est une des problématiques qui amène des technologies spécifiques pour répondre aux besoins. Donc ça dépend tous les jours. Et après, au niveau de la R&D en général, on utilise tous des outils de collaboration, par exemple Git. Donc on passe sur GitHub, on a du Azure DevOps pour des pipelines, etc. Alors justement, puisqu'on parle des DevOps, sur quel techno vous bossez, Naïma? Alors, c'est un peu les technos classiques de l'automatisation d'infra. On utilise Terraform pour créer nos ressources sur Azure, encore une fois. Ensuite, on va utiliser soit Chef ou Ansible pour configurer les différentes machines et services qu'on aura créés avec Terraform. On a aussi un peu de Python, mais ça, c'est pour des tests auto. Alors, toutes les équipes du département R&D participent à l'enrichissement des solutions Esker. Comment est-ce que vos équipes collaborent finalement entre elles? Tout à l'heure, je te parlais du Scrum, méthodologie agile, donc qui est plutôt faite pour des petites équipes, on va dire, c'est variable en fonction des sources, mais on va dire entre 4 et 8 personnes, qui permettent de faire des développements de façon fluide et d'avoir du feedback pour pas partir dans un tunnel et à la fin pas avoir un produit satisfaisant. Mais quand on est dans un ensemble d'équipes qui est au-dessus de la centaine de personnes, il faut rajouter une surcouche à ça. Nous, on utilise le LESS, et donc on va ajouter des points de synchronisation, des endroits et des moments où on peut communiquer entre équipes et s'accorder, que ce soit sur le fonctionnement de la R&D ou vers où on veut aller en tant qu'entreprise. Je veux bien compléter un petit peu si vous voulez. En plus des points de synchro, on a des points de partage, on va dire, notamment des journées dédiées chez Esker, on appelle des Tech Days, durant lesquelles chaque membre de la R&D peut partager sur une nouvelle techno, qui soit dans le produit ou non, mais qu'on trouve intéressante pour que tout le monde ait un niveau d'information sensiblement équivalent. Justement, puisque tu parles de techno et d'informations équivalentes pour tout le monde, comment est-ce que vous faites aussi pour vous maintenir à jour sur les technos et puis vous inspirer des bonnes pratiques internes, voire externes? L'avantage des méthodologies agiles, c'est qu'on peut prendre du temps pour s'auto-organiser au sein des équipes. Mais même au-delà de ça, Esker nous propose aussi des formations par l'externe ou non, qui soient en auto-formation ou en formation sur site, pour qu'on reste le plus à jour possible. Et l'avantage d'être aussi nombreux, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui trouve un sujet à partager. Sur la veille aussi, on va à pas mal d'événements, que ce soit des conférences, des Vox, Mix IT, d'autres événements tech. Et après, on a aussi pas mal d'événements avec des écoles qui, dans l'autre sens, nous permettent à nous de partager nos pratiques. Donc, on a des partenariats avec pas mal d'écoles d'informatique, d'ingénieurs, etc., comme l'INSA ou CPE. Je vous pose la question à tous les trois. Quelles sont, d'après vous, les qualités requises pour pouvoir exercer en tant que développeur ou DevOps? On parle là de savoir-être. Edern, sur les développeurs, qu'est-ce que tu pourrais dire en termes de qualités requises? Je dirais qu'au niveau des hard skills, comme on dit, c'est pas si important d'être expert dans un langage, et c'est pas forcément requis pour être bon dans notre métier. Au niveau des soft skills, je pense qu'il y a quand même des choses qui sont nécessaires. Niveau collaboration, bien communiquer, être prêt à travailler en équipe, parce que c'est un métier qui se fait pas seul en fait. On passe la plupart de notre temps à travailler à plusieurs. Pas forcément dans des réunions ou quoi, mais même quand on code, on a besoin d'être plusieurs, quand on fait des fonctionnalités. Je dirais que c'est ça. Naïma, chez les DevOps, quelles qualités sont requises pour pouvoir exercer la profession? Alors on peut parler des hard skills, bien entendu, mais les soft, le savoir-être de manière générale? Pour beaucoup, la curiosité. Ce n'est pas important de maîtriser une technologie, n'importe quelle technologie qu'on utilise, mais il est important de vouloir apprendre. Et du coup, la communication est très importante aussi parce que, comme l'a dit Edern, on ne peut pas travailler tout seul. Il y a des challenges techniques qu'on a besoin de résoudre en équipe pour partager et arriver à une solution qui soit la meilleure possible pour nous. Guillaume, tu souhaitais rajouter quelque chose par rapport justement aux qualités requises, au soft, pour pouvoir intégrer les équipes d'Esker?
Je rejoins mes deux collègues sur l'envie d'apprendre. Peut-être un petit plus qui peut aider, c'est une envie de satisfaire le client. Ça fait partie de nos valeurs aussi, l'envie de répondre à leurs besoins et d'être au plus proche de leurs attentes. Naïma et Dern, je fais appel à votre mémoire qui est normalement fraîche. Vous êtes de jeunes esquériens. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment s'est déroulée votre intégration au sein des équipes Edern? C'est frais relativement, parce que ça fait déjà quelques années. Mais déjà, en tant qu'escarien, on a un onboarding pas spécialement R&D. On passe une semaine, voire deux, avec une équipe dédiée, l'équipe training, qui nous apprend à utiliser la solution du point de vue de l'utilisateur, du point de vue de l'intégrateur. Et après, dans l'équipe, on est quand même sur une solution qui est très complète et qui a de l'historique, donc on n'est pas indépendant, donc on est aidé sur des stories, c'est-à-dire des petites améliorations à faire en 2 semaines, comme je vous disais tout à l'heure. On est accompagné, on fait du pairing, on va trouver des points d'intérêt, même en dehors de l'équipe propre, sur des problématiques transversales à la R&D. Moi, par exemple, j'ai été assez vite intégré à des améliorations d'outils pour toute la R&D, comme c'est des challenges qui se posent avec une taille qui grossit. Et toi, alors, Naïma, il y a eu une double intégration. D'abord, tu es rentré chez Esker, tu étais dans l'équipe fonctionnelle, tu es passé dans l'équipe back-end. Comment ça s'est passé tout ça? Est-ce que tu peux nous raconter? Donc, j'ai fait 2 arrivées effectivement dans 2 différentes équipes à Esker. Ma première équipe fonctionnelle où j'ai eu un peu la même expérience qu'Edern, du training plutôt fonctionnel et après découverte de ce qui a été codé, de comment est conçu le produit Esker. Ensuite, il y a quelques mois, j'ai changé d'équipe et je suis passée dans une équipe DevOps qui fait quelque chose de totalement différent de ce que je faisais avant. Donc, je travaille sur des technologies différentes, sur des problématiques différentes. Donc, j'ai refait du pairing, donc sur des stories vu que je découvrais. Et j'ai eu bien sûr l'aide de mes collègues pour m'expliquer comment, encore une fois, organiser le code et le code source pour pouvoir ensuite travailler et naviguer dedans. Et donc, tu as été intégré finalement comme il faut à chaque fois? Oui, Esker nous permet de faire des vies ma vie dans d'autres équipes. Donc, de rejoindre une équipe différente de celle où on est à la base pour voir comment elle travaille, donc pour découvrir un métier totalement différent. Donc, ce que j'ai fait en partant d'une équipe fonctionnelle et vers une équipe DevOps. Et donc, suite à ça, j'ai pu découvrir donc, les technologies utilisées, comment y travailler. C'est tout de suite le côté pratique, ce qui te permet de devenir assez vite opérationnel. Exactement. Ok, pour quelles raisons, tous les trois, vous avez finalement décidé de rejoindre Esker? Guillaume, je te pose la question. Rejoindre Esker, ça a été plus par hasard, parce que j'étais sur un poste trop loin de chez moi et celui-ci était pas loin. D'accord, c'est la seule motivation. Initialement, c'était presque que ça, mais au final, j'ai découvert plein de choses, j'ai appris plein de choses. C'était un métier que je connaissais pas du tout. Travailler sur du web, c'était quelque chose que j'avais jamais fait. J'étais plutôt client lourd, comme on dit. Du coup, j'avais des tas de choses à apprendre et j'ai appris un tas de choses. J'avais jamais travaillé dans des tailles d'équipe comme j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Donc de la collaboration comme j'avais pas pu faire. Encore une fois, je suis venu un peu par hasard, mais il y avait tellement de bonnes choses que je suis resté. Et Dern, de ton côté, qu'est-ce qui t'a motivé finalement à rejoindre un groupe comme Esker? Moi, j'ai rejoint Esker par recommandation et cooptation d'un ami à moi, encore un ami de promo, qui était déjà là, qui avait intégré Esker en même temps que Naïma. Et après, c'est sûr que c'est une entreprise, c'est assez rare, qui développe un logiciel d'envergure, c'est-à-dire qu'on est sur une plateforme SaaS. Avoir plus de 150 développeurs à la R&D, c'est pas quelque chose qu'on trouve à tous les coins de rue. Naïma, même question. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de rejoindre Esker? Alors moi, je savais que je voulais travailler pour un éditeur de logiciels, pas du tout pour une ESN, qui est un modèle qui ne me va pas du tout. Esker était connu dans mon école. On avait déjà eu des présentations sur, par exemple, comment Esker était agile, comment les équipes de la R&D étaient agiles. Et j'ai beaucoup aimé ça et j'aime bien l'agilité chez Esker, on va dire. On l'a vu avec Guillaume, et d'ailleurs tu vas pouvoir confirmer et témoigner. D'abord développeur, puis Scrum Master maintenant. Il y a des vraies perspectives d'évolution de carrière au sein du groupe. Comment est-ce que tu les décrirais, toi? Un peu comme la liberté qu'on peut avoir au quotidien dans notre travail, il y a aussi une liberté dans l'évolution de carrière. Il n'y a pas de barrière en interne. Alors évidemment, il faut qu'il y ait aussi un poste de disponible, mais à part ça, quiconque veut changer de poste, c'est envisageable. Ça nécessite un petit processus quand même pour valider que c'est en accord avec la personne, mais ça se fait assez facilement. On peut passer consultant d'intégration, on peut passer au support. Il n'y a vraiment aucune barrière dans les mouvements. Guillaume, qu'est-ce qui t'éclate le plus aujourd'hui dans ton job? Encore une fois, je crois que c'est la liberté. On a la liberté d'apprendre, de découvrir, d'innover, d'investir, de tester des nouvelles choses et surtout, on a la liberté de se tromper et c'est très agréable. Naïma, qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton job de DevOps?
Alors, apprendre. Donc, j'apprends beaucoup, vu que je connaissais pas forcément assez, on va dire, avant de rejoindre mon équipe. Et on travaille sur des problématiques différentes où on a souvent besoin de chercher, de faire un peu de recherche. Donc, on retrouve un peu un aspect recherche dans le travail aussi. Et ça, c'est très intéressant. Et Dern, qu'est-ce qui t'éclate le plus finalement dans ton job au quotidien, toi ? Moi, je dirais que c'est un challenge qui est aussi un avantage. C'est la volonté d'auto-organisation de la R&D. Je trouve qu'on a assez peu de pression managériale, il y a une forte horizontalité et on a une forte, je trouve, liberté d'initiative. Par exemple, je le disais tout à l'heure, pour répondre au challenge d'une R&D qui grossit, c'est nous qui proposons des solutions, que ce soit techniques ou organisationnelles. Alors, puisqu'on en est à parler de management, qui visiblement est particulier chez Esker, toi-même, tu es manager, Guillaume, au sein de ton équipe. Comment ça se passe, le management ? À quoi il correspond dans ton équipe ? Alors justement, je ne suis pas manager de mon équipe, je suis manager de membres d'autres équipes de la R&D, ce qui évite toute pression au sein de l'équipe pour que justement l'équipe reste autonome et puisse prendre ses décisions sans avoir la crainte du management. Et Dern, comment est-ce que tu décrirais la qualité de vie au travail ? Tu bosses dans quelle ambiance concrètement ? Je trouve que c'est une très bonne ambiance. Dans l'équipe, on s'entend bien. On fait tout ce qu'il faut pour améliorer les processus, donc assez peu de points de friction, je dirais. Guillaume, même question finalement. Avec ta double casquette, tu croises beaucoup de monde, donc tu vois comment sont les ambiances. Comment est-ce que tu décrirais ça, toi ? C'est assez rigolo parce que je commence à faire partie de ceux qu'on appelle les anciens. Du coup, comme on grossit beaucoup, on recrute énormément de jeunes et du coup, je trouve que l'ambiance va avec. C'est une ambiance très jeune avec l'avantage de cette liberté dont je parlais juste avant qui fait que c'est très détendu au quotidien. Neima, tu souhaites ajouter quelque chose sur l'ambiance de travail ? J'ai fait partie de 2 équipes et dans mes 2 équipes, je trouve que l'ambiance était très amicale, on va dire. Donc je peux dire que j'ai pas quitté par exemple mon équipe précédente parce que je m'entendais pas avec mon équipe. C'est vraiment pas pour ça. J'ai vraiment changé juste pour le challenge technique, on va dire, et pour apprendre de nouvelles choses et tester de nouvelles choses. Et ça, c'est important. Et dans une ambiance toujours aussi sympa. Oui. Ce sera ma dernière question et que je pose à l'ensemble des interlocuteurs qui viennent sur ce podcast. Finalement, pour vous, pour tous les 3, quels sont les avantages aujourd'hui à rejoindre le groupe Esker ? Allez, vas-y Guillaume. Allez, j'y vais. Moi, je pense que c'est une constante, mais je le répète, si vous avez envie d'apprendre et en plus de le faire dans une ambiance détendue, n'hésitez pas à nous rejoindre. Neima ? En plus de pouvoir travailler dans une ambiance très sympa, de ne pas avoir de pression managériale. Donc Esker a des valeurs qui sont partagées avec ses employés. Donc elle est à l'écoute de ses employés, de leurs besoins et ça c'est très important. Et Dern, qu'est-ce que tu pourrais rajouter toi ? Je rejoins Neima sur ce qu'elle a dit et je dirais même que c'est quelque chose qui est rare dans une entreprise telle qu'Esker qui devient une grande entreprise. C'est quelque chose qu'on trouve rarement, avoir à la fois les challenges d'une grande entreprise, d'un grand logiciel et l'agilité et la bonne ambiance. Merci à tous les 3 d'avoir gentiment répondu à mon invitation et à mes questions. Si vous souhaitez vous renseigner et postuler aux différentes offres disponibles au recrutement chez Esker, c'est pas bien compliqué, il suffit de vous rendre sur le site internet esker.fr/carrière au pluriel. C'est la fin de cet épisode d'Inside Esker, un programme auquel vous pouvez vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci de votre fidélité et à très vite. Esker vous a présenté Inside Esker, un programme disponible à l'abonnement sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.